J'étais parti pour de bon. Je suis Mathieu, 31 ans, homme. Ma petite amie, Juliette, 29 ans, femme. Nous étions ensemble un peu plus de 3 ans, vivant ensemble depuis 1 an. C'est arrivé samedi dernier. Nous revenions d'un café près de notre appartement, un de ces moments de flânerie sans but où l'on parle de choses aléatoires. Les ragots du bureau. Ce qu'on allait cuisiner plus tard? Si on devait enfin remplacer les coussins du canapé que le chien avait déchiquetés. Le bruit normal d'un couple. Elle était de mauvaise humeur toute la journée. Réponse courte. Je roulais des yeux. Cette pointe d'agressivité qu'elle prend quand elle est contrariée mais veut que vous demandiez pourquoi pour pouvoir vous accuser de commencer quelque chose. Nous étions à mi-chemin de l'avenue de la République quand elle a parlé du dîner de ce soir. Son groupe d'amis se retrouvait dans ce bistrot hors de prix du centre-ville. Je savais déjà qu'Antoine y serait. Antoine est son collègue de travail, celui dont elle jure qu'il est pratiquement de la famille, celui qui lui envoie des mèmes à minuit et finit toujours par s'asseoir à côté d'elle. Je n'ai même pas protesté. J'ai juste dit, écoute, la dernière fois, c'était un peu bizarre. Toi et Antoine, vous avez à peine parlé aux autres. Elle s'est arrêtée de marcher, s'est tournée vers moi comme si j'avais dit quelque chose d'offensant. Puis elle a dit, calmement, d'un ton neutre, presque lasse, je veux Antoine à côté de moi pour le dîner. Si ça te dérange, pars maintenant. Pas de discussion. Pas de négociation. Juste un ultimatum clair, déposé sur le trottoir comme si ce n'était rien. Des gens promenaient leurs chiens autour de nous. Un couple est passé en riant. Le monde ne s'est pas arrêté comme j'aurais pu l'espérer. Je l'ai regardé une seconde, attendant la suite. Le petit sourire en coin. Je plaisante. Il n'est jamais venu. Elle a croisé les bras comme si elle avait déjà gagné. Alors j'ai dit, d'accord. Ça l'a décontenancé juste un instant. Elle a cligné des yeux et a ricané. Tu es dramatique. Je n'ai pas argumenté, n'ai pas haussé la voix. J'ai juste fait demi-tour et je suis rentré seul. À ce moment-là, elle pensait probablement que je voulais dire que je quittais la conversation ou la promenade. Elle ne réalisait pas que je voulais dire tout le reste. Pas encore. Quand je suis rentré dans l'appartement, il y avait ce silence lourd et creux que seuls les espaces partagés ont quand une personne n'est pas encore là. Je suis resté dans l'entrée plus longtemps que nécessaire. Les clés encore à la main, n'écoutant rien. Ce n'était pas la première fois que Juliette disait quelque chose comme ça. C'était la première fois qu'elle le disait si net. Sans sucre, sans humour, juste une règle. Je me suis assis sur le bord du canapé et j'ai rejoué la scène de l'avenue. La façon dont elle ne semblait même pas en colère. La façon dont elle avait déjà décidé que mon malaise était sans importance. C'est ça qui est resté ancré. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de SMS. Pas de « tu vas bien ?» Pas de « je ne voulais pas dire ça comme ça ». Juste le silence. Alors, j'ai commencé à faire attention aux détails plutôt qu'aux sentiments. Des choses pratiques. Le bail était à mon nom. L'abonnement Internet aussi. Les charges. J'avais insisté là-dessus quand nous avions emménagé parce que son crédit était en désordre à l'époque. Ses mots, pas les miens. Je suis allé dans la chambre. Le côté de son placard était un chaos. Des robes entassées, des chaussures éparpillées. Mon côté était net, ennuyeux, prévisible. Cette différence nous faisait autrefois rire. Soudain, cela m'a semblé symbolique. J'ai préparé un petit sac de nuit. Non pas parce que je prévoyais de partir pour toujours. Pas encore. Je me suis dit que j'avais juste besoin d'espace. Que c'était temporaire. Avant de fermer le zip, j'ai hésité. Puis j'ai posé le sac. Pourquoi était-ce moi qui quittais mon propre appartement? Cette question a résonné plus fort que prévu. J'ai ouvert mon ordinateur portable à la place. J'ai cherché des serruriers. Je l'ai fermé. Je l'ai rouvert. Je l'ai refermé. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Ça m'a un peu fait peur. Vers 18h30, mon téléphone a vibré. Juliette, nous nous retrouvons à 19h. Tu viens ou je leur dis que tu es occupée? Aucune excuse, aucune reconnaissance de l'ultimatum.
Juste de la logistique. J'ai répondu, je ne viens pas, 3 points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Waouh! Réaction excessive. C'est là que ça a fait tilt. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire. Juste un changement interne et silencieux, comme quelque chose qui se met en place. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le serrurier que j'avais mis en favori. Et pour la première fois de la journée, le silence semblait intentionnel. Le serrurier est arrivé plus tôt que je ne l'avais prévu. Je l'ai laissé entrer, j'ai hoché la tête, répondu à quelques questions de base, et je suis resté de côté pendant qu'il travaillait. Il n'y avait rien de dramatique là-dedans. Pas de main tremblante, pas de retour en arrière, juste le bruit des clics métalliques et des outils remballés. Quand il m'a tendu les nouvelles clés, je l'ai remercié et j'ai fermé la porte derrière lui. C'était ça. J'ai appuyé mon front contre la porte une seconde, non pas parce que j'étais submergé, mais parce que j'avais besoin d'enregistrer qu'un acte irréversible venait d'avoir lieu. L'appartement était silencieux d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. Pas tendu, pas en attente, juste immobile. J'ai parcouru chaque pièce lentement. Chambre, salle de bain, salon. Je ne cherchais pas des souvenirs. Je vérifiais des faits. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui était à elle? Qu'est-ce qui appartenait aux deux seulement parce que je l'avais permis? J'ai emballé ces affaires avec soin. Pas par gentillesse, pas par colère, juste par précision. Vêtements pliés, chaussures assorties, maquillage remis dans les tiroirs avant d'être mis dans des cartons. J'ai tout étiqueté avec un marqueur noir. Chambre, placard, salle de bain, sans notes, sans message glissé à l'intérieur, juste des boîtes. Vers 19h30, mon téléphone a vibré. Juliette, nous allons commander. Tu ne viens vraiment pas? Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. N'exagère pas, j'ai posé mon téléphone, écran vers le bas, sur le comptoir et je me suis préparé à dîner. J'ai mangé debout. La nourriture était à peine enregistrée. Ce que je ressentais à la place était un calme étrange, comme si mon système nerveux avait finalement réalisé qu'il n'avait plus besoin de rester en état d'alerte. Plus tard dans la nuit, j'ai pris une douche, changé les draps et me suis couché seul, pas solitaire, seul. Quelque part entre le changement des serrures et l'extinction des lumières, j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Elle m'avait dit de partir parce qu'elle pensait que je ne le ferais pas. Et je suis resté parce que cette fois, je n'avais pas besoin de sa permission pour m'arrêter. Je me suis réveillé dans mon propre lit. Une fraction de seconde, mon corps s'attendait à de l'attention. Des voix élevées, ce sentiment familier de devoir me préparer avant même que la journée ne commence. Au lieu de cela, il n'y avait rien, juste le calme et la lumière du petit matin filtrant à travers les stores. Mon téléphone était face contre terre sur la table de nuit où je l'avais laissé. Quand je l'ai ramassé, il a vibré comme s'il avait retenu son souffle toute la nuit. Des appels manqués s'empilaient par vingtaines. Des messages s'amoncelaient les uns sur les autres, chacun plus frénétique que le précédent. Pourquoi ma clé ne marche pas, Mathieu, réponds-moi, as-tu sérieusement changé les serrures? C'est de la folie. Puis le ton s'est fissuré. Où es-tu? S'il te plaît, arrête. Je suis devant. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé le téléphone reposer dans mes mains. Pas de précipitation. Pas de pic d'adrénaline. Juste une confirmation. Elle ne s'attendait pas au silence. À 8h42, elle a rappelé. J'ai répondu cette fois. Mathieu. Sa voix s'est brisée immédiatement. Qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. J'ai tenu ma parole quand j'ai dit d'accord. Tu as changé les serrures, a-t-elle dit, comme si elle essayait encore de comprendre si c'était réel. Oui, tu ne peux pas juste, elle s'est arrêtée et a changé de tactique. C'est à cause d'une seule phrase. Non, ai-je dit, c'est parce que tu te sentais assez à l'aise pour la dire. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes. Disant qu'elle ne le pensait pas. Qu'elle était stressée. Qu'elle ne pensait pas que je partirais vraiment. Cette partie-là compte, ai-je dit. Je t'ai cru. Tu m'as dit exactement où j'en étais. Silence de l'autre côté. Au moment où nous avons raccroché, elle suppliait, et moi,
j'étais lassé d'expliquer. Je me suis préparé pour le travail comme n'importe quel autre matin. Douche, habillage, préparation du café. La différence était simple et permanente. Cette fois, quand j'ai quitté l'appartement, j'ai fermé la porte derrière moi, sachant exactement pourquoi. Dans l'après-midi, les pleurs se sont transformés en colère. C'était prévisible. J'étais en réunion quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt sur le bureau. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Quand j'ai vérifié après, les messages avaient changé de ton à nouveau. Alors, tu fais vraiment ça après tout ce que j'ai investi en nous. Tu agis comme si je t'avais trompé. Celle-là m'a presque fait rire. Presque. À 13h30, elle s'est présentée à mon bureau. Je le sais parce que la réceptionniste m'a envoyé un message. Il y a une femme ici qui vous demande. Elle semble contrariée. Je n'y suis pas allé. J'ai demandé à la sécurité de la raccompagner. Apparemment, c'est laquelle a vraiment réalisé que je ne jouais pas au plus têtu. Elle m'a envoyé un dernier SMS après ça. Tu m'humilies. J'ai fixé ce mot pendant un long moment. Humilié. Pas blessé. Pas irrespecté. Juste embarrassé. Ce soir-là, je suis retourné à l'appartement quand j'ai su qu'elle n'était pas là. J'ai apporté des cartons, des sacs poubelles, non pas pour prendre plus de choses, mais pour créer une distance. J'ai emballé ses affaires proprement, les vêtements bien rangés, les chaussures assorties, les produits de toilette dans des boîtes. J'ai tout étiqueté. Chambre, salle de bain, placard. Je les ai laissés empilés près de la porte comme des preuves. Ensuite, je me suis assis par terre et j'ai mangé des plats à emporter directement dans le contenant. Pas de télé, pas de musique, juste le ronronnement du réfrigérateur. À 23h42, elle a rappelé. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un SMS d'une seule phrase. Tes affaires sont emballées. Je coordonnerai la récupération. La réponse est venue instantanément. Tu choisis vraiment ça. Je n'ai pas répondu parce que c'est le mensonge que les gens se racontent quand les conséquences arrivent, que quelqu'un d'autre a choisi la fin au lieu de simplement s'empêcher d'être effacé silencieusement. J'ai dormi dans mon propre lit cette nuit-là, seul, porte verrouillée, appartement silencieux. Pour la première fois depuis des mois, le silence n'était pas synonyme de tension. Il était synonyme de soulagement. Au matin, le récit avait encore changé. C'est toujours le cas quand quelqu'un réalise qu'il perd le contrôle. Juliette est passée à l'appartement pendant que j'étais au travail. Je le sais parce que ma voisine m'a envoyé un texto pour demander si tout allait bien. Elle a dit avoir entendu des pleurs dans le couloir. Apparemment, Juliette était assise par terre devant la porte, le dos contre le mur, le téléphone à la main comme si le tenir fermement pouvait la sauver. Elle est partie avant mon retour. Quand je suis revenu, il y avait un mot scotché sur la porte, pas glissé dessous. Scotché comme si elle voulait que tout le monde le voie. Je n'aurais jamais pensé que tu m'abandonnerais vraiment. Je l'ai décollé et plié une fois, 2 fois, et l'ai mis dans le tiroir à bêtises sans le relire. Vers 20h, elle a finalement envoyé un message différent. Peut-on parler en personne, s'il te plaît? Pas de dispute, juste parler. C'est ça, le problème avec les ultimatums. Ils tuent le besoin de conversation. Parler, c'est pour quand les deux personnes croient encore que le résultat compte. J'ai répondu, il n'y a plus rien à discuter. 3 points sont apparus, ont disparu, puis le plus long message qu'elle m'ait envoyé. Elle a dit qu'elle se sentait prise au dépourvu. Que les disputes de couple, c'est quand les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas. Qu'aurais-je dû savoir qu'elle ne faisait que se défouler? Elle m'a rappelé les voyages qu'on avait faits. Les blagues d'initiés, les projets pour un jour. Pas une seule fois elle n'a mentionné la phrase qui avait tout déclenché. Pas une seule fois elle n'a reconnu avec quelle désinvolture elle avait placé un autre mot dessus de moi et m'avait mis au défi de l'accepter ou de partir. Cette omission comptait plus que tout le reste combiné. J'ai tapé et effacé 5 réponses différentes. Puis je n'ai rien envoyé. Tard cette nuit-là, un nouveau nom est apparu sur mon téléphone. Antoine. Salut mec, Jean est vraiment bouleversé. Cela ressemble à un malentendu. J'ai fixé l'écran et j'ai senti quelque chose se fixer définitivement dans ma poitrine.
Je ne lui ai pas répondu non plus parce que lorsque la personne que votre partenaire privilégie se sent autorisée à être le médiateur de votre rupture, cela vous indique exactement depuis combien de temps vous étiez évincé sans vous en rendre compte. J'ai mis mon téléphone face contre terre et je suis allé me coucher. Certaines fins n'ont pas besoin de conclusion. Elles ont juste besoin de distance. Le lendemain matin fut le premier où mon téléphone ne m'a pas réveillé. Pas de vibration, pas d'appel manqué s'empilant comme des débris, juste la lumière du soleil filtrant à travers les stores et le faible bourdonnement de la ville dehors. Je suis resté au lit plus longtemps que d'habitude, non pas parce que j'étais triste, mais parce que rien ne me tirait. Au travail, les gens l'ont remarqué. Pas de manière dramatique, juste de petites remarques. Tu as l'air reposé, nouvelle coupe, ça va, mec? J'ai réalisé depuis combien de temps personne ne m'avait posé cette question sans qu'elle ne soit suivie d'une plainte que j'étais censé absorber. Vers midi, Juliette m'a envoyé un email. Pas un texto, un email, comme si nous étions soudainement des professionnels négociant une fusion. Elle s'est excusée à nouveau, cette fois prudemment, structurée, calmement point par point. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me faire sentir remplaçable, qu'Antoine n'était qu'un ami, qu'elle avait paniqué quand je l'avais interrogé, et que la panique la rendait défensive. Elle a dit qu'elle comprenait maintenant comment ses paroles avaient été perçues. Elle a dit qu'elle m'aimait. Mais c'est ça que les gens n'aiment pas admettre. Certains moments définissent tout ce qui suit. Cette phrase sur l'avenue n'est pas sortie de nulle part. Elle est venue du confort, du fait de savoir qu'elle pouvait la dire, et que je l'avalerais comme je l'avais toujours fait. Du fait de croire que j'étais assez stable pour être tenu pour acquis. J'ai répondu par un seul paragraphe. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère, que je ne la détestais pas, que je croyais qu'elle m'aimait dans la mesure où elle en était capable. Mais je lui ai aussi dit que je ne resterais pas dans une relation où ma présence était conditionnelle à mon silence. Je lui ai souhaité bonne continuation. Je le pensais. Elle n'a pas répondu. Ce soir-là, j'ai rencontré mon ami Léo pour une bière. Je n'avais parlé à beaucoup de gens de ce qui s'était passé. Je lui ai donné la version courte. Il a écouté, a hoché la tête, n'a pas interrompu. Puis il a dit, « Mec, ça n'avait rien à voir avec le dîner. » Non, ai-je dit. Pas du tout. En rentrant, je suis passé devant l'avenue de la République. Même trottoir fissuré, mêmes arbres, même endroit où elle s'était arrêtée et avait croisé les bras. Je n'étais pas en colère en me tenant là. Je me sentais reconnaissant, parce que certaines personnes ne vous montrent qui elles sont que lorsqu'elles pensent que vous ne partirez pas. Et certains d'entre nous n'apprennent qui ils sont qu'au moment où ils le font. 2 jours plus tard, Juliette est venue chercher ses affaires. Je n'étais pas là. C'était intentionnel. J'avais organisé pour que ma sœur soit là à la place. Une présence neutre. Aucune émotion à négocier. Aucune histoire à utiliser comme arme. Juste de la logistique. D'après ce que ma sœur m'a dit plus tard, Juliette est arrivée d'abord avec confiance. Lunettes de soleil sur le nez, menton levé, comme si elle pensait toujours que c'était réversible si elle s'y prenait bien. Cela n'a pas duré. Elle a demandé si je n'allais vraiment pas venir. Ma sœur a répondu que non, que les cartons étaient étiquetés, que tout était comptabilisé, et qu'elle avait 2 heures avant l'expiration du ticket de stationnement. Apparemment, Juliette s'est assise sur le canapé un moment sans rien toucher, regardant juste autour d'elle comme si l'appartement s'était réarrangé par dépit. Elle a fini par pleurer, puis elle s'est fâchée. Puis elle a pleuré à nouveau. À un moment, elle a demandé, « Est-ce qu'il a dit quelque chose à mon sujet ?» Ma sœur lui a dit la vérité. Non. Ce que ma sœur m'a raconté était la partie la plus difficile, parce que la colère ressemble encore à une connexion. Le silence, non. Ce soir-là, Juliette a posté une photo sur Instagram. Un verre de vin en noir et blanc avec une légende sur le fait de choisir la paix et de connaître sa valeur. Des commentaires pleins de cœur et d'énergie du type « Tu mérites mieux » de la part de gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Antoine a aimé dans les minutes qui ont suivi. Je ne me suis pas senti jaloux. Je ne me suis pas senti remplacé. Je me suis senti confirmé. Plus tard, Juliette m'a envoyé un dernier SMS. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit. J'ai fixé le message pendant un moment avant de répondre. Je comprends. Elle n'a pas répondu. Et c'était tout.
Pas de confrontation dramatique, pas d'excuse finale, juste la lente prise de conscience qui s'installe que la personne qui m'a dit de partir n'a jamais pensé que je le ferais. À la fin de la semaine, son côté du placard était vide. L'appartement résonnait différemment, moins encombré, moins tendu. J'ai mieux dormi, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais arrêté d'essayer de mériter une place à une table où mon absence était toujours une option. Le week-end après que tout se soit calmé fut étrangement tranquille. Pas de course planifiée en fonction de l'humeur de quelqu'un d'autre. Pas d'attente de SMS qui pourrait changer la journée, juste du temps, non réclamé. J'ai nettoyé l'appartement correctement pour la première fois depuis que nous avions emménagé. Non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que je voulais voir à quoi il ressemblait sans ses empreintes partout. J'ai déplacé le canapé, enlevé les œuvres d'art qu'elle aimait, mais que je n'avais jamais faites. J'ai remis mes livres sur l'étagère au lieu de les empiler dans un coin pour garder les choses minimalistes. Ils commençaient à ressembler à nouveau aux miens. Le dimanche après-midi, j'ai croisé une amie de Juliette à l'épicerie. Elle s'est figée en me voyant, puis m'a fait ce sourire forcé que les gens utilisent quand ils ont déjà entendu une version des événements. « J'ai entendu pour toi et Juliette, tu sais » m'a-t-elle dit prudemment. « Oui » ai-je répondu. Elle a hésité. Elle souffre vraiment. J'ai hoché la tête. Je le crois. Cela semblait la déconcerter, comme si elle s'attendait à ce que je me défende ou que j'explique. Au lieu de cela, elle a dit, elle ne pensait pas que tu partirais vraiment. J'ai souri, petite et polie. Moi non plus, jusqu'à ce que je le fasse. Plus tard cette nuit-là, je me suis surpris à faire défiler de vieilles photos, des voyages, des anniversaires, des mardis aléatoires sur le canapé. Je n'ai pas ressenti de regret. J'ai ressenti du contexte. J'ai vu à quelle fréquence j'avais été celui qui se penchait en avant tandis qu'elle se penchait en arrière. Combien de fois j'avais ajusté les choses pendant qu'elle décidait. Combien de fois j'avais ravalé mon malaise parce que je ne voulais pas être ce type. Le type qui demande de l'espace. Le type qui veut être rassuré. Le type qui ne veut pas qu'un autre homme soit assis là où il devrait être. Quelque part en chemin, j'avais confondu patience et loyauté. Vers minuit, mon téléphone a vibré avec une notification d'un numéro inconnu. C'était la mère de Juliette. Elle a demandé si nous pouvions parler. A dit qu'elle était inquiète pour sa fille. A dit qu'elle ne comprenait pas comment les choses avaient pu se terminer. J'ai tapé une réponse, l'ai effacée, puis j'ai écrit quelque chose de plus simple. Ce n'était pas soudain pour moi. Elle n'a pas répondu. Je suis allé me coucher en me sentant plus léger qu'en des années. Non pas parce que j'étais libéré de Juliette, mais parce que j'étais enfin libéré de la version de moi-même qui continuait de négocier pour un respect de base. Une semaine plus tard, le silence a cessé d'être temporaire. Il est devenu normal. J'ai cessé de vérifier mon téléphone dès le matin. J'ai cessé de me crisper quand les notifications arrivaient. L'appartement s'est installé dans un rythme qui ne tournait plus autour de l'anticipation des réactions de quelqu'un d'autre. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, je me suis surpris à fredonner. Ça m'a surpris. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps mon corps se sentait assez en sécurité pour faire quelque chose d'aussi insignifiant sans permission. Jenna n'a plus jamais donné de nouvelles. Ce que j'ai appris par des amis communs et des conversations indirectes que je n'avais pas sollicitées, c'est qu'elle était confuse. Qu'elle continuait de dire qu'elle n'avait jamais voulu que les choses se terminent. Qu'elle disait aux gens qu'elle pensait que je me calmerais et reviendrais une fois que je réaliserais à quel point j'avais été dramatique. Cette partie-là n'a pas fait mal. Elle a clarifié les choses parce que cela signifiait qu'elle ne comprenait toujours pas ce qu'elle avait perdu. Pas moi spécifiquement, mais la stabilité de quelqu'un qui restait même quand c'était inconfortable. Je n'étais plus en colère contre elle. La colère demande de l'énergie. Je n'en avais plus pour ça. Un soir, j'ai repassé devant l'avenue de la République. Même pâté de maison, mêmes arbres, même tronçon de trottoir où tout a basculé. Je me suis arrêté un instant et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle n'a pas rompu la relation quand elle m'a dit de partir. C'est moi qui l'ai fait quand j'ai écouté. Le silence n'était pas une punition pour elle. La distance ne lui a pas appris une leçon. Elles ont simplement expliqué le résultat. Elle a appris que les mots ont un poids. J'ai appris que l'amour-propre sonne silencieusement lorsqu'on l'utilise enfin. Et quelque part entre cette promenade,
La porte verrouillée et le fait de dormir seul dans mon lit, j'ai cessé d'être quelqu'un qui attend d'être choisi. J'ai choisi moi-même. Et pour la première fois, cela m'a semblé suffisant.